OK. Donc, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire Café Réponse. Donc je me présente, je m'appelle Shirley Van Broek, je suis chargée de communication au sein du SPIPACA. Alors juste pour, petit rappel, donc le SPIPACA, c'est Secrétariat permanent pour la prévention des pollutions, industrielles, et c'est une association de concertation sur l'environnement, le risque et l'industrie. Donc c'est une association qui est partagée entre tous les acteurs, donc notamment associations, collectivités, industriels, États et représentants des salariés. Donc notre rôle, c'est vraiment de faciliter les échanges, entre les uns et les autres et voilà, d'offrir des espaces de dialogue. Donc c'est dans ce cadre que nous sommes, ravis de vous accueillir aujourd'hui. Donc ce webinaire est organisé dans le cadre du dispositif Réponse. Donc Réponse, c'est recueillir les attentes et les préoccupations des habitants et usagers du territoire, donc des 21 communes du canton de l'Étang-Berre, sur, qualité de l'air, pollution de l'air, afin d'y apporter des réponses concrètes. Donc pour ce faire, Réponse qui réunit, de façon pérenne et régulière, l'ensemble des territoires, des acteurs du territoire, pardon. Donc comme je disais, associations, collectivités, États, industriels, salariés et encore experts. Donc eux sont à même d'engager collectivement des actions pour répondre, aux attentes exprimées par les citoyens. Donc l'objectif de ce café réponse que nous organisons comme aujourd'hui, c'est vraiment de discuter plus précisément sur une, réponse apportée par un des acteurs engagés dans la démarche. Donc c'est un rendez-vous mensuel d'une heure qui a lieu tous les derniers mardis du mois, donc hors vacances scolaires, et en visioconférence. Donc ces webinaires rassemblent aussi bien les acteurs du territoire que les citoyens et le sujet, voilà, des cafés-réponses tourne de façon à faire parler, chacun des acteurs qui viennent expliquer une action en particulier. Donc je vous remercie à tous pour votre présence aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, on revient sur une attente qui avait été exprimée par les citoyens quand nous sommes allés à leur rencontre. Donc cette attente était donc quelles sont les solutions techniques utilisées par les industriels, pour réduire les émissions de polluants dans l'atmosphère? Donc ce café réponse est dédié donc aujourd'hui à l'action des industriels représentés par Environnement Industrie, et plus particulièrement, voilà, sur les techniques qui sont utilisées pour réduire les émissions de polluants dans l'air. Donc on a aujourd'hui avec nous, en tant qu'intervenant, Marc Bayard, donc qui est président de l'association Environnement Industrie, qui est une association interprofessionnelle des industries et qui rassemble donc, tous les organismes, institutionnels et groupements professionnels pour une meilleure prise en compte de l'environnement et des risques industriels. Donc juste pour des questions, pratiques, donc il y aura 20 minutes de présentation et ensuite, 40 minutes de questions-réponses. Pour information, le webinaire est enregistré et sera disponible en replay sur le site du dispositif Réponse. On vous mettra le lien, dans le chat. Mais bon, si vous ne souhaitez pas paraître, vous pouvez couper votre caméra. Les questions sont à la fin, donc cependant, vous pouvez quand même dès à présent écrire vos questions dans le chat au fur et à mesure. On y reviendra, après et vous pourrez aussi intervenir et poser votre question en levant la main et je les prendrai donc dans l'ordre, d'apparition. Donc merci également de couper vos micros pendant la présentation et je laisse donc, maintenant la parole à Marc, qui va nous expliquer donc plus en détail, toutes les solutions, techniques qui sont utilisées par les industriels pour réduire les émissions, polluantes dans l'air. Merci Shirley pour cette introduction et cette présentation. Donc je vais essayer de faire dérouler pas la présentation. Donc mon objectif, c'est effectivement de vous parler des solutions utilisées par les industriels pour réduire les émissions de polluants à l'atmosphère. Mais il y a un certain nombre de notions que je souhaite rappeler. Alors évidemment, il ne s'agit pas de faire une présentation très technique et avec beaucoup d'explications scientifiques. L'objectif, c'est de se faire comprendre et de communiquer avec le maximum de personnes, de participants. Donc, et je sais que les participants au webinaire, en général, c'est très varié. Donc, il y a des gens qui vont peut-être trouver que ce que je présente, ça a déjà été dit ou c'est très simple, mais je passerai assez rapidement sur ces notions générales. Donc, quelques éléments de contexte, de quels polluants on parle et quel est leur impact. Quels sont les principaux domaines d'action, donc technologies utilisées ou solutions techniques utilisées par les industriels pour réduire les émissions de polluants. Un petit chapitre sur le cas particulier des torches, hein, donc, puisque c'est quand même un outil qui est largement utilisé
sur ce territoire. Et puis, comme l'a dit Shirley, on va essayer de garder environ 40 minutes pour les questions et les échanges. Donc, c'est l'objectif de ce webinaire. Alors, quelques éléments de contexte. Bon, ce que je veux rappeler, c'est qu'il y a des progrès permanents qui sont faits depuis des dizaines d'années. Depuis, je dirais, l'éveil de la société sur les problématiques environnementales il y a environ une cinquantaine d'années. Il y a eu évidemment dans tout ce contexte-là une évolution de la réglementation, donc qui a poussé voilà, l'ensemble des activités économiques à progresser, à mettre de nouvelles technologies en place. Et la réglementation, c'est vraiment très utile puisque ça nous permet de capitaliser, ce que je dis, de capitaliser le savoir-faire, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on progresse, on inscrit les exigences dans la réglementation. Lorsqu'on découvre des impacts et qu'on juge bon voilà, de réduire les émissions, on l'inscrit dans la réglementation. Alors, la réglementation, elle est à la fois européenne, nationale, mais on a aussi un contexte local et on a des réglementations locales pour s'adapter, donc, notamment donc, sur le pourtour de l'étang de Berre, une concentration forte en industrie. Euh, Au cours donc des dernières décennies, évidemment, les technologies la science a évolué et on ne construit plus aujourd'hui une installation comme dans les années 60, ça c'est clair. On a malgré tout des installations qui ont été construites ou démarrées dans les années 60, mais elles n'ont cessé d'évoluer, les industriels n'ont cessé d'investir, de progresser, d'intégrer les nouvelles technologies dans leurs installations de façon à accompagner donc cette évolution et ces progrès. Et d'ailleurs, Atmosud donc, publie régulièrement les résultats de la qualité de l'air et les courbes montrent bien que cette qualité s'est très nettement améliorée donc, voilà, depuis plusieurs décennies. Les solutions techniques, alors sans rentrer tout de suite dans les détails, donc il y a, selon les types de polluants, on va avoir des technologies, des techniques adaptées. Alors, ça peut être souvent spécifique, donc suivant l'industrie, le type d'industrie, le type de produits fabriqués. Ça peut être des produits pulvérulents, des produits liquides. On peut manipuler des minerais, un tas de choses. Donc, on va forcément mettre en place quelque chose qui est très adapté au type de procédé, au type d'industrie. Mais on peut aussi trouver ce que j'appelle des solutions génériques. Par exemple, beaucoup d'industriels, notamment dans la pétrochimie, pour transformer la matière, il faut chauffer. On le fait à haute température. Pour chauffer, ben, on brûle du combustible. Et donc, on va retrouver des technologies équivalentes pour tous ceux qui utilisent des chaudières pour faire de la vapeur ou pour chauffer leurs produits. Alors, bon, la réglementation, je vais passer rapidement, mais comme je le disais, c'est un cadre essentiel donc, pour le contrôle des émissions atmosphères. Le cadre général en Europe, c'est l'IED, donc le contrôle des émissions industrielles, la directive sur les émissions industrielles. Et celle-ci intègre ce qu'on appelle les meilleures technologies disponibles. Donc, la notion de meilleure technologie disponible, ça veut dire qu'on va identifier pour un type de fabrication donnée qu'est-ce qu'on peut faire de meilleur? Et on va pousser l'industriel à mettre en place progressivement ces meilleures technologies disponibles. Donc ça, c'est le cadre des progrès généraux. Ensuite, comme je disais, il y a un contexte local et un contexte réglementaire et des incitations donc, à progresser. Donc, tout le monde a entendu parler du plan du PPA, hein, PPA départemental, PPA 13 en ce qui me concerne. Et puis, on a des arrêtés préfectoraux, donc, qui sont un cadre pour l'ensemble des industriels, mais qui sont aussi déclinés en arrêtés d'exploitation pour chacune des installations. Donc, les installations dites classées pour la protection de l'environnement, les ICPE, ont donc une autorisation d'exploiter qui intègre donc des prescriptions spécifiques à leur activité. Donc, voilà pour le cadre réglementaire général. Donc, on évolue dans ce domaine-là. Maintenant, de quoi on parle? Donc, les quatre principaux polluants réglementés,
Donc c'est le SO2, le dioxyde de soufre, l'oxyde d'azote, les NOx, les particules fines, voire ultra fines hein, aujourd'hui, puisqu'on sait les mesurer depuis une dizaine d'années. Donc on parle aussi des particules ultra fines, donc les PM10, les PM2,5 et les PM inférieurs à 1. Et puis les COV, donc les composés organiques volatiles, c'est-à-dire tout ce qui peut être émis sous forme d'évaporation, donc d'hydrocarbures ou d'autres substances chimiques qui peuvent s'évaporer dans l'atmosphère. Voilà, alors l'origine de ces polluants, elle se trouve dans la façon d'opérer. Donc par exemple, le dioxyde de soufre, ça va être produit par la combustion donc, de combustibles fossiles. Et suivant le type de combustible fossile, il sera plus ou moins chargé en soufre et donc il produira plus ou moins de SO2. Donc le charbon, qui est le plus polluant, le plus générateur de substances polluantes, peut être très soufré, mais il peut aussi y avoir des charbons à basse teneur en soufre. Le fioul lourd, qui est lui aussi de moins en moins utilisé, comme le charbon, du moins en France, c'est pas partout pareil, hein. Donc il peut être plus ou moins soufré, mais il est en général plus soufré que le fioul léger. Et le combustible fossile le moins impactant donc, en termes de polluants de façon générale, c'est le gaz, donc qui est généralement très peu soufré et qui va aussi également émettre moins de particules. Les oxydes d'azote sont produits par la combustion d'hydrocarbures, donc à haute température, on produit des oxydes d'azote et on va voir, il y a des technologies pour les abattre donc, dans les fumées. Et la problématique des oxydes d'azote, c'est essentiellement que c'est un précurseur de l'ozone qui peut se former dans l'atmosphère et qui est un gaz donc, qui est très irritant et dommageable pour la santé. Les COV, donc les composés organiques volatiles, également sont des précurseurs de l'ozone atmosphérique, mais ils peuvent aussi être, alors c'est une famille, hein, composés organiques volatiles, ça peut être n'importe quelle substance chimique ou type d'hydrocarbure qui s'évapore et qui se retrouve dans l'atmosphère. Pour certaines substances qui peuvent avoir donc des molécules chimiques qui peuvent avoir des impacts sur la santé, donc qui peuvent être CMR par exemple, hein, cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques, euh, peuvent être présentes en très faible quantité, mais avoir un impact sur la santé. Donc on veille et on a des actions donc, justement pour réduire la présence et l'émission de ces composés. Bon, et les particules fines, elles sont aussi produites donc par l'émission, enfin par l'utilisation de combustibles fossiles, mais ça peut être aussi la manipulation de produits pulvérulents, différentes poudres, substances utilisées pour la fabrication comme les catalyseurs ou les minerais. Donc voilà pour ce petit tour d'horizon sur de quoi on parle. Alors, l'ozone, donc, rapidement, hein, donc, il ne faut pas se méprendre, on ne produit pas l'ozone directement. C'est sous l'effet du rayonnement solaire qu'il y a une combinaison entre les NOx et les COV et qui produit de l'ozone. Alors, à savoir aussi, on parle de cette ozone atmosphérique ou basse altitude et à ne pas confondre avec l'ozone dite stratosphérique, donc à très haute altitude dont la problématique est complètement différente et on en a entendu parler donc, dans les années 80. On en parle un petit peu moins parce que les réglementations mises en place depuis le protocole de Montréal ont permis donc de commencer à reconstituer cette fameuse couche d'ozone stratosphérique. Voilà, alors à ne pas confondre parce que c'est pas du tout pas la même problématique. Et le CO2, alors j'en ai pas parlé, pourquoi? Parce que c'est pas un polluant au sens impact sur la santé, de façon très très indirecte. Par contre, on en parle beaucoup aujourd'hui, évidemment, puisqu'il est un des gaz à effet de serre donc responsable du changement climatique. Ce CO2, donc, alors c'est pas le gaz qui a l'effet de serre le plus fort, mais il est produit en tellement grande quantité, c'est quand même lui qui est prépondérant dans le changement climatique. Et il est essentiellement produit par la combustion, notamment lorsqu'on utilise des ressources fossiles, hein, donc comme
le charbon, le pétrole, etc. Et donc c'est pour ça que les industriels et l'ensemble des activités économiques s'engagent maintenant fermement avec des objectifs de neutralité carbone en 2000, euh, oui, en 2050, euh, pour justement réduire cet impact sur le changement climatique. Alors, pourquoi j'en parle? Simplement parce que, effectivement, on vise à ce qu'il y ait une industrie qui bannisse l'utilisation de combustibles fossiles. Par là même, donc, on va réduire effectivement l'émission de gaz à effet de serre, mais les effets secondaires, qui ne sont pas négligeables, c'est qu'on va aussi réduire l'impact sur l'ensemble des polluants émis lors de la combustion de ces combustibles fossiles, donc SO2, NOx et poussière. Donc un effet vertueux assez général de cette transformation de l'industrie vers la décarbonation. Voilà. Alors, les différents domaines d'action, alors comme je le disais, je ne vais pas rentrer dans des détails techniques et en expliquant les technologies spécifiques qui sont utilisées, mais plutôt détailler un petit peu les grandes familles d'actions. Donc la première, c'est changer de combustible. Il y a 50 ans, on brûlait beaucoup de charbon, et puis on est passé au fioul lourd, et depuis à peu près une bonne quinzaine d'années, on a de plus en plus banni ces deux combustibles pour utiliser du gaz. Alors le gaz, ça reste un combustible fossile, mais il est quand même beaucoup moins impactant que les autres. Et donc on a par ce biais-là, fait d'énormes progrès et diminué donc l'émission des polluants que je citais tout à l'heure, donc notamment le SO2 et les NOx. Alors, les solutions techniques, c'est, j'allais dire, relativement simple. Quand on a une chaudière ou un four pour chauffer, faire de la vapeur ou chauffer un- un produit qu'on veut transformer, eh bien, on va brûler le combustible et on va faire de la chaleur. Donc, il suffit, alors, entre guillemets, il suffit de changer cet équipement. Mais évidemment, à l'échelle industrielle, c'est des gros équipements et c'est pas aussi simple que ça. C'est des gros investissements. La plupart du temps, c'est les remplacer complètement. Il suffit pas simplement de remplacer le brûleur pour brûler un autre combustible. Il faut aussi changer la chambre de combustion. Donc voilà, ça a été des investissements colossaux qui ont été faits donc progressivement depuis une quinzaine, une vingtaine d'années. Et ça a été un impact très très significatif. On a réduit de plus de 80%, voire 90%, les émissions de SO2 et par voie de conséquence aussi pas mal réduit donc les poussières et les NOx. Un autre domaine d'action, c'est les COV, donc les composés organiques volatiles. Donc là, c'est en fait, c'est quoi ces composés? En fait, c'est tout ce qui peut s'évaporer dans l'atmosphère. Alors on parle de fuite, voire de micro-fuite, mais comme les installations, notamment dans la pétrochimie, sont relativement grosses, hein, avec beaucoup d'équipements, beaucoup de brides, beaucoup de pompes, etc. Donc ces micro-fuites peuvent se multiplier et s'accumuler. Ça fait des quantités non négligeables qui peuvent être émises. Donc là aussi, il y a un travail qui est fait depuis un certain temps, comme dit l'autre, mais qui continue parce que c'est long et compliqué. Quand ça n'a pas été prévu à l'origine, c'est toujours plus compliqué. Et on se concentre, et les industriels qui produisent, comme je disais tout à l'heure, des substances plus dangereuses, donc comme les substances dites CMR, il y a un travail particulier qui est fait sur ces installations qui véhiculent ces produits-là. Voilà. Et après, on a un domaine d'action donc, qui peut être très très spécifique en fonction de l'installation, des équipements. Et sans être exhaustif, on peut énumérer donc pour réduire les émissions de NOx, on a mis en place une technologie spécifique de brûleur qui évite de produire ou qui limite la production de NOx. On peut avoir des traitements en aval, donc traitement chimiques des fumées,
avec de l'urée, donc qui permettent d'abattre cette quantité de NOx. On a aussi des équipements qui permettent de mieux mesurer, de mesurer de façon continue ce qui se passe, et donc d'agir en temps réel sur la qualité des fumées. Et puis donc dans le cas des poussières, donc là il y a différents types d'équipements, mais qui tous peuvent conduire donc au même résultat, c'est-à-dire retirer les poussières des fumées, donc réduire les quantités de PM10, de PM2,5, etc. Voilà. Alors, je voulais parler aussi, s'il me reste un petit peu de temps, je fais Encore ça. 5-6 minutes, s'il te plaît, Marc. Voilà, ça devrait être suffisant. Donc, alors, oui, voilà. Donc, parler des émissions à la torche, parce que bon, les torches, c'est un outil un petit peu spécifique. Voilà, je crois que j'ai passé. C'est un outil qui est un petit peu spécifique. Donc, pour rappeler, alors certains ont peut-être déjà vu cette présentation, parce que j'avais fait un atelier il y a un certain temps sur les torches, mais je l'ai mis un peu au goût du jour. Euh, les torches, c'est d'abord un élément de sécurité, donc qui est essentiel au bon fonctionnement des sites industriels, donc qui utilisent des produits du type hydrocarbures ou chimiques, des produits chimiques liquides, ou sur des sites gaziers, donc qui véhiculent des gaz. Mais on a aussi dans la sidérurgie, puisque la sidérurgie peut produire du gaz, donc il y a une coquerie qui produit du gaz qu'il faut dans certains cas, donc brûler en cas d'urgence sur ce qu'ils appellent dans le milieu de la sidérurgie des chandelles. Voilà. Le principe, c'est si on a un gaz en excès ou si on a un problème de maîtrise, de pression ou du procédé, on doit brûler ce gaz en excès. Et donc le fait de le brûler, c'est mieux que de l'envoyer dans l'atmosphère non brûlé, hein. C'est beaucoup moins polluant puisque quand on brûle un gaz, donc un hydrocarbure parfait sans autre composé, il va se transformer en eau et en CO2. Donc impact sur l'environnement zéro. Alors, c'est un cas idéal, évidemment, ça n'existe pas. Il y a toujours un petit peu autre chose que l'hydrocarbure pur. Donc on va se retrouver avec, et puis la combustion n'est jamais parfaite, donc on va se retrouver avec un peu de poussière, un peu de NOx, voire du CO, enfin voilà, d'autres composés chimiques. Mais le principe, c'est quand même, il vaut mieux brûler que de ne pas brûler du tout. Euh, voilà. Donc la qualité de la combustion, c'est quelque chose qui est essentiel. Donc on va s'efforcer à avoir des technologies qui permettent la meilleure combustion possible. Et c'est pour ça qu'on injecte de la vapeur, donc qui est improprement dans notre jargon appelée vapeur d'effacement, parce qu'en fait, en assurant une combustion complète, on va plus avoir de fumée. Donc on efface les fumées, hein. Mais évidemment, c'est un abus de langage de dire effacer. Elles ne sont pas effacées, elles sont éliminées complètement. Voilà. Donc l'enjeu sur ces torches pour tout le monde, c'est un enjeu de qualité de l'air, hein. Donc si moins on en fait, bah, mieux ça vaut. Si elles fonctionnent bien et qu'elles émettent pas de fumée, ce sera mieux que l'inverse. Et puis pour l'industriel, les utiliser le moins possible, c'est perdre moins de produits, puisque si on brûle quelque chose, bah, c'est autant d'un futur produit qui pourra être vendu, mis sur le marché, bah, qui va être réduit en fumée. Donc c'est de la perte pure et simple. Donc c'est pas du tout dans l'intérêt de l'industriel d'aller brûler à la torche. Et puis, évidemment, c'est en termes de perception et d'image, c'est quelque chose qui est très dévalorisant pour l'industrie pétrochimique ou l'industrie en général, de voir ces torches qui font des grandes flammes ou qui fument. Donc, c'est l'intérêt de tous de les réduire. Donc, comme j'ai plus beaucoup de temps, je vais passer assez rapidement, mais simplement pour continuer sur les torches. On a deux cas de figure, on a l'exploitation normale et les incidents d'exploitation. Donc avec un petit exemple, donc la colonne de distillation, le principe d'une colonne de distillation, si on sort le gaz en tête et puis on sort le liquide en fond, donc en tête, le gaz, bah, il peut être condensé et puis récupéré de nouveau sous forme liquide, ou il peut passer sur un compresseur, mais sur certaines phases transitoires opérationnelles, tant que c'est pas stabilisé, le gaz qui est produit doit être évacué vers la torche.
Alors c'est une exploitation dite normale, mais en phase transitoire. Après, on peut avoir un incident d'exploitation, autrement dit un problème de condensation ou un problème, si c'est un compresseur qui reprend les gaz en tête, si ce compresseur a un problème mécanique et qui s'arrête, eh bien, instantanément, l'ensemble des gaz produits vont aller vers la torche. Le temps de réduire le débit, la production, de baisser les feux, etc., pour ne plus avoir la torche. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle un accident d'exploitation. Donc on a ces deux cas de figure, et suivant le cas de figure, on va travailler sur des façons pour éviter d'avoir ces problématiques-là. Alors j'ai un petit problème d'affichage, voilà. Euh, voilà, alors en exploitation normale, donc on va travailler sur ce qu'on appelle les phases transitoires d'arrêt-démarrage. On va les optimiser. On va les optimiser. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Bon, moi, j'ai exploité des installations. Il y a 20 ans, il fallait 3-4 jours pour stabiliser. Et pendant ces 3-4 jours, il y avait une torche fumeuse. Donc, c'était très inconfortable pour tout le monde. Et aujourd'hui, la même installation, eh bien, pratiquement, il y a plus de fumée. Pourquoi? Parce que les, euh, les torches ont évolué, la technologie a fait des progrès, les capacités de brûlage ont été augmentées et les séquences d'arrêt-démarrage ont été étudiées pour éviter ces phases transitoires au maximum. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais d'incident, qu'il n'y a plus jamais de torche, hein, malheureusement, ce serait trop beau. Euh, alors, j'ai du mal à afficher la suite là. Voilà, incident d'exploitation. Donc, un incident d'exploitation, bon, malheureusement, ça peut toujours arriver, une panne mécanique, un problème matériel, une fuite, un percement d'échangeur, enfin voilà. Malheureusement, la fiabilité 100% n'existe pas encore. Même sur les voitures aujourd'hui, il peut arriver d'avoir une crevaison, il peut arriver d'avoir un problème mécanique, même si la fiabilité très nettement augmenté depuis, depuis le début de l'automobile. Dans la pétrochimie, dans la sidérurgie, c'est pareil, la mécanique a beaucoup évolué, la fiabilité s'est beaucoup améliorée, mais malheureusement, il reste encore toujours des incidents, et dans ces cas-là, ben, il faut pouvoir utiliser les torches, et on a l'inconvénient de ces torches. Voilà, je crois que j'ai respecté mon timing, et puis je vais surtout vous laisser le temps de réagir, et puis bah, je vais essayer d'apporter des compléments si besoin. Alors on t'entend pas, Charles, tu as le micro fermé. Pardon, merci. Voilà. Donc je te disais merci beaucoup Marc pour toutes ces informations. Donc je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans le chat directement ou lever la main. Vous avez un petit icône en haut, vous pouvez lever la main et prendre la parole. Il y a déjà des questions dans le chat, donc je vais les lire une par une. Donc tu parlais voilà, dans les domaines d'action du changement de combustible. Et donc j'ai une question en matière de combustible alternatif. Est-ce que le CSR est pertinent? Alors, les CSR, c'est les combustibles solides de récupération, c'est-à-dire que, en fait, c'est des déchets solides hein, qui peuvent être broyés, etc. Et puis toute matière est combustible en fait, hein. Après, c'est une question de température. Il faut les porter en température. Alors, c'est pertinent parce que ça permet d'avoir une ressource, hein. C'est pas du recyclage, mais enfin, c'est le déchet ultime. Au lieu de l'enfouir sous terre ou je ne sais quoi, bah, on va l'utiliser comme combustible. Et quand on va brûler ça, on va pas brûler autre chose. On va pas sortir du pétrole ou du charbon de terre pour le brûler. Donc, ça a une certaine pertinence. Après, il faut être prudent parce que suivant l'origine de ces déchets, notamment si c'est des déchets électriques ou électroniques, ça peut dégager des substances nocives suivant le type de combustion. Donc, il faut étudier de façon très très précise la façon dont ces CSR sont utilisés et sont brûlés. Et donc, bien souvent, il faut un gaz support pour les brûler à très haute température. Plus on est à haute température, bah, plus on va détruire des composés nocifs et donc les transformer entièrement
en matière inerte. Merci Marc. Une deuxième question de Monsieur Charpin. Donc, le traitement par l'urée des émissions automobiles est-il efficace pour réduire l'émission d'oxyde d'azote par les véhicules? Alors, c'est l'AdBlue, hein, qui est utilisé notamment sur les moteurs diesel, les camions, voire certains véhicules diesel, véhicules légers, qui sont équipés de cet additif. Alors, je ne mets pas les chiffres, mais enfin, oui, ça a une certaine efficacité. Après, c'est comme tout, hein, comme les catalyseurs qui réduisent donc sur les moteurs à essence l'émission de NOx ou d'un brûlé. Il faut qu'il soit bien entretenu, il faut que ce soit bien opéré, etc. Merci Marc. N'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez me donner plus d'informations sur votre question ou si vous avez d'autres questions. On a une autre question donc, de Monsieur Guilleux. Donc, la centrale de biomasse de Gardanne fonctionnait avec 10% de charbon. Suite à des problèmes techniques, une autorisation a été accordée pour 15% de charbon, ce qui signifie plus d'émissions. Y a-t-il une alternative? Une alternative? Oui, Alors, je ne connais pas spécifiquement la problématique de la centrale de Gardanne. Simplement, je sais que l'objectif national, c'est il y ait élimination complète du charbon et qu'il n'y ait plus du tout de centrale à charbon. Après, ils sont encore peut-être dans une phase transitoire. Bon, je m'avance peut-être un petit peu. Donc, si la technologie biomasse ou les quantités de biomasse disponibles ne sont pas suffisantes, enfin, je ne sais pas hein, ce qui les conduit à combiner avec du charbon. merci Marc. Donc Monsieur Guilleux, je vous laisse la parole. Vous pouvez On ouvrir n'entend pas. votre micro. Oui, on ne vous entend pas pour l'instant. J'ai peut-être arrêté le partage. Oui, tu Hop. peux. Monsieur Guilleux, je vous invite à vous déconnecter peut-être et vous reconnecter parce qu'on ne vous entend pas. Je prends une autre question en attendant. Donc, en deuxième partie, tu parlais notamment des torches. On a une question, donc toujours de Monsieur Guilleux. Donc, cet été à Ponto, les torchères jaunes et noires brûlées au niveau de Ponto, des odeurs insupportables donc, sur ce site industriel. Est-ce que c'est permanent? Euh, alors, Ponto, c'était la Vera, non? C'était les torches du site de la Vera. Alors, normalement, quand une torche brûle correctement, c'est-à-dire qu'elle n'émet pas de fumée, il n'y a pas d'odeur. Il y a pas d'odeur. Il peut y avoir des odeurs si la combustion est incomplète, hein, ça veut dire qu'il y a des hydrocarbures qui sont non brûlés, il y a des imbrûlés qui se retrouvent dans l'atmosphère. Et là, effectivement, ça peut générer des odeurs. Alors, dans certaines situations Et- accidentelles ou enfin, d'incidents opérationnels, on peut avoir effectivement ces inconvénients-là. Alors, c'est pas permanent et ça doit pas l'être. L'industriel, d'abord, comme je disais, c'est pas son intérêt. Et en plus, c'est même interdit, c'est-à-dire qu'il y a la police de l'industrie, donc l'ADREAL, qui est là, qui veille et qui va lui imposer de prendre des mesures strictes si jamais il y a ces situations qui perdurent. donc, Monsieur Guilleux disait que c'était bien à la Vera. Ouais, ouais. Ensuite, nous avons une question de Monsieur Charpin. Donc, quid des filtres sur ces installations industrielles? Alors, il y a diverses technologies de filtres, hein, donc ça peut être des filtres à manche, hein, donc c'est un- un genre de textile hein, à travers lequel les fumées vont traverser, qui va retenir les poussières. Voilà, donc c'est des technologies assez, j'allais dire, rudimentaires, hein, encore que vu les quantités et la faible pression, on ne peut pas autoriser une perte de pression importante, donc ça fait des équipements qui sont assez volumineux
et qu'il faut aussi entretenir, c'est-à-dire qu'il faut les dépoussiérer eux-mêmes, donc il y a des cycles de fonctionnement. Voilà, donc c'est pas des technologies très complexes en soi, mais elles sont quand même un peu délicates et complexes à opérer. Mais ça fonctionne. Et surtout aujourd'hui, on sait très très bien mesurer, donc avant-après, pour évaluer le taux d'abattement des poussières. Monsieur Charpin, je vous laisse la parole. Ah, On si vous vous entend pouvez pas. remettre votre micro, s'il vous plaît. Voilà, oui. Vous m'entendez? C'est bon. Là, c'est mieux, oui. 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 Dans d'autres situations, on utilise différentes technologies pour dépoussiérer. Il y a les filtres électrostatiques et puis les Oui. filtres HEPA, enfin bon, il y en a bien d'autres. Donc dans le domaine industriel, quels sont les types de filtres utilisés? Alors, ça va dépendre du type de procédé. Donc, il y a effectivement, dans certains cas, des filtres électrostatiques, et dans d'autres, moi, je suis pas spécialiste des technologies de filtres, mais comme je disais, chaque type d'industrie, chaque procédé va choisir celui qui est le mieux adapté à son cas spécifique. Alors, je reviens sur les questions tout à l'heure. Alors, excusez-moi parce que je disais Monsieur Guilleux, mais c'est Madame. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Si on arrive à vous entendre. Ah, ok, c'est reconnecté. Bon, je continue les questions. Donc, on a une question de Monsieur Noël. Techniquement, est-il possible de supprimer les torchères? La réponse est claire et nette, c'est non. Euh, il y en a qui ont tenté d'autres types de torchères, c'est-à-dire pour qu'elles ne se voient pas, de les faire au ras du sol. Mais au ras du sol, ça veut dire on remplace un fût avec une torche à haute altitude par une dizaine de fûts qui sont à très basse altitude. Alors l'avantage, c'est qu'on ne va plus les voir, donc il n'y aura plus la flamme visible. L'inconvénient, c'est qu'on va très mal disperser, surtout en cas de mauvais fonctionnement ou d'afflux important de gaz. Donc on va augmenter en fait l'impact de la pollution au niveau des zones d'habitation, on va moins disperser en haute altitude, on va rester au ras du sol. Donc ça a pas, il y a eu il y a une vingtaine d'années des tentatives dans certains pays là-dessus, mais il y a eu voilà, ça a pas été couronné de succès. Euh, Se passer des torchères, à partir du moment où on véhicule un produit explosif et inflammable, c'est essentiel d'avoir ça. L'objectif, c'est comme les pompiers, hein, c'est s'en servir le moins possible, mais il faut l'avoir au cas où. Voilà. Donc, ce que je disais, c'est que on essaye de s'en passer le plus possible, mais enfin, de les utiliser le moins possible, mais il faudra toujours les avoir, hein, en cas d'urgence. C'est absolument indispensable. Par contre, les utiliser le moins possible, c'est-à-dire, comme je disais, améliorer les processus transitoires d'exploitation, la fiabilité pour avoir le moins d'incidents possible, doubler les machines, bon, c'est déjà fait, mais dans certains cas, c'est compliqué quand c'est des très grosses machines. Voilà, donc non, on pourra pas s'en passer à 100%, c'est pas possible. C'est lié à l'utilisation. Dès qu'on utilise un produit inflammable, explosif, qui génère du gaz, à la maison, je prends l'exemple de la bouilloire ou de la cocotte minute, plus exactement. La cocotte minute, il y a une soupape, hein. Si vous montez trop en pression, bah, la soupape elle s'ouvre et ça dégaze. Voilà, alors c'est de la vapeur d'eau, hein. Quand c'est une cocotte minute à la maison, c'est de la vapeur d'eau. Mais si vous n'aviez pas ça et que vous laissez fermer, eh ben, à un moment donné, elle va exploser. Donc voilà, c'est de la physique, indispensable. Merci Marc. On a une question de Monsieur Ponce, ou Madame Ponce d'ailleurs, parce qu'ils sont tous les deux ensemble. Donc la dioxine fait-elle partie des COV et y a-t-il un traitement spécifique?
Alors, les dioxines, oui, bah, c'est effectivement une émission, c'est une substance chimique dangereuse et très impactante pour la santé, comme c'est connu. C'est très, très surveillé. Il y a des méthodes d'analyse spécifiques. D'ailleurs, il y a un arrêté préfectoral spécifique qui a été remis au bout du jour il y a 2 ans et qui concerne les 5 ou 6 entreprises donc, de la zone de Fos-Tandberg qui sont concernées par ces émissions de dioxine. Merci Marc. Nous avons encore un peu de temps pour les questions, donc n'hésitez pas à lever la main directement ou à la poser dans le chat. On avait juste une intervention de Monsieur Guéraldi par rapport du coup à la question donc, de Madame Guilleux sur les torchères jaunes et noires qui brûlaient au niveau de Ponto. Donc juste voilà, de dire qu'il s'agissait de la centrale thermique et qu'elle est mise en service au besoin si le réseau électrique le nécessite. Alors, j'ai pas compris. Ponto, effectivement, c'est une centrale thermique hein, aujourd'hui. Il n'y a il y a pas de torchère à Ponto. Donc la centrale de Ponto, Euh, donc l'ancienne qui fonctionnait il y a bien longtemps au fioul et qui a été passée au gaz. À l'origine, il y avait 4 cheminées et ces 4 cheminées, donc rouges et blanches, elles sont aujourd'hui démantelées. Hein. Donc il y a voilà, elles vont être abattues complètement. Euh, et la centrale de Ponto aujourd'hui ne brûle que du gaz, 100% gaz. donc les torchères jaunes et noires ne venaient pas en tout cas de la centrale Je thermique. comprends pas, c'est quoi une torchère jaune et noire? Alors c'était Madame Je Guilleux, est-ce peux que... m'exprimer? Oui, Précisez Vous votre c'est... m'entendez? question parce que Ah je ne les oui, connais c'est pas. bon, on vous entend. Je Oui, vous merci. laisse, Bonjour, donc allez-y. Madame Peu de France Nature Environnement, mais je suis aussi administrateur à l'association qui s'appelle ALNP, Association pour la lutte contre les nuisances et pollutions de Gardanne-Mereuil. Donc non, en fait, je vous ai parlé donc de la centrale de biomasse et puis de ce que j'ai vu cet été. En fait, c'est pas tout à fait à Ponto, c'est après Ponto, c'est effectivement au niveau de la Vera. Et là, j'ai vu qu'il y avait les torchères brûlées et il y avait un peu de jaune et du noir. Et il y avait surtout des odeurs insupportables de gaz ou de fioul lourd, enfin, des odeurs de ce type, quoi. Et voilà, ça brûlait. Donc, je suis passée vers les midis, je suis passée vers les 15 heures, ça brûlait tout le temps, quoi. Voilà, et apparemment, les gens circulaient, ça n'interpellait personne. C'est juste pour le signaler comme ça. Je me suis posé la question, savoir si c'était permanent, parce que c'était par sécurité, Non. ou si c'était un moment exceptionnel où il y avait un déclenchement de sécurité. Voilà. Oui, oui, non, non, c'est pas permanent, heureusement. Hein. Alors oui, je comprenais pas le jaune et noir. En fait, c'était la flamme et la flamme jaune et le noir, c'est les fumées. Donc voilà, donc une torche qui émet des fumées, c'est qu'il y a soit elle est mal réglée, donc il n'y a pas assez d'injection de vapeur pour bien brûler, Oui, soit c'est beaucoup d'énergie. l'afflux de gaz est trop important. Et donc à partir du moment où il y a de la fumée, effectivement, il y a des odeurs. Parce que quand il y a de la fumée, ça veut dire qu'il y a des imbrûlés. Et donc quand il y a des imbrûlés, bah, il y a les odeurs qui vont avec. Et suivant le Oui, sens du oui, vent, etc., ça peut rabattre d'accord. effectivement C'est ce et qui ça peut expliquait les produire ces odeurs. nuisances. Mais c'est pas permanent. Non, c'est comme je le disais, c'est D'accord. absolument proscrit. Donc c'était une période d'incident. Ils ont eu sur fin août et septembre, il y a eu pas mal d'épisodes donc suite à des problèmes techniques assez complexes qu'ils ont eu du mal à Oui, gérer et à c'était fin août. résoudre. C'était fin août, C'est oui. ça a commencé fin août, oui, vers le Voilà, 28 août. très bien. Oui, oui, Et c'est ça. très bien, Donc merci. c'était un problème, un problème. Ils ont D'accord, eu de l'eau très dans bien. une boîte froide, donc d'éthylène qui est à moins 50, moins 60 degrés et qui crée des glaçons. Donc de l'eau à moins 60 degrés, ça gèle. Voilà, donc sans entrer dans les détails techniques, c'est après, ça devient ils ont eu beaucoup de difficultés à gérer ce problème. Très bien. Et pour la centrale de biomasse, je signalais que c'était l'occasion par rapport, vous avez dit que le charbon était extrêmement polluant Oui. en soufre. Et donc, en Alors, fait, la centrale de biomasse, qu'on dit énergie durable, pour fonctionner, parce qu'elle ne peut pas fonctionner sans charbon,
eh ben, on a augmenté le pourcentage de charbon. Et c'est ça que je voulais signaler, et c'est d'accord. totalement déplorable. Ok. Alors, je ne connais pas ce problème spécifique, mais enfin, ce qui me paraît logique, c'est il y a peut-être une période transitoire, mais une centrale biomasse, elle doit marcher à 100% biomasse, hein, à terme. Ensuite, le charbon, donc je disais Ben, qu'effectivement, je le ne sais pas, charbon, parce ça. que là, paraît-il que c'est vraiment pour fonctionner, parce qu'il faut une certaine température, et le bois ne brûle pas comme ça. Il faut déjà une température. Et cette température est apportée par le charbon. Oui, enfin, je pense que c'est des problèmes temporaires, enfin, où une technologie est adaptée. Ben, la finalité, c'est d'être 100% biomasse, hein, donc ça existe, hein, Ben là, donc je poserai la question, parce que pour l'instant, on l'a ouais, validé, hein. d'accord. D'accord, merci. Et le charbon, donc, alors, le charbon qui brûle à Gardanne, il est peut-être pas soufré. Donc aujourd'hui, je disais, il y a le charbon est en général à une teneur en soufre relativement élevée, mais on a des productions, notamment d'Afrique du Sud, de charbon à très basse teneur en soufre. Voilà. Alors il y en aura toujours plus que dans le gaz, mais il y en aura moins. Et c'est pour ça que les cheminées de la centrale de Gardanne sont très élevées pour faciliter la dispersion et bon, éviter la pollution dans les zones habitées au niveau des habitations. Oui. Merci beaucoup, Marc. Merci, Madame Guilleux. Alors, juste pour info, il y a des actions aussi. Alors là, on sort des techniques utilisées par les industriels, mais en tout cas, à côté, on a aussi des moyens pour vous de s'informer s'il y a des torches, etc., ou des incidents industriels. Ben, je laisse Lorraine juste expliquer un peu plus en détail. Oui, merci Shirley. Du coup, Lorraine Tosini du S3PI PACA. Donc, je voulais juste préciser qu'il y a un dispositif qui existe sur l'étang de Berre qui s'appelle Allo Industrie. Où en fait vous pouvez retrouver en direct les différents incidents industriels qu'il peut avoir, donc pour information. Et il y a aussi Atmosud qui a développé un outil qui s'appelle Signal Air, qui vous permet à vous, enfin à nous citoyens, de déclarer en fait des nuisances, que ce soit des nuisances olfactives ou visuelles, etc. Et en fait, il répertorie ces signalements et il les transmettent. Donc voilà, donc il y a ces deux dispositifs, Allo Industrie, où vous pouvez avoir de l'info sur ce que les industriels mettent lors d'incidents, et Signal Air, qui là vous permet à vous de déclarer des nuisances. Voilà. Merci, Lorraine. Je te laisse peut-être mettre les liens vers le site pour information. Bien sûr. Merci. Madame Boutin, je vous laisse la parole. Oui, bonjour. Merci tout d'abord de la présentation, Monsieur Bayard, hein, donc, qui a été vraiment très, très synthétique et très, très utile. Vous avez signalé donc 4 types de polluants auxquels vous vous intéressiez, secteur industriel, en mentionnant la directive IED. Je voulais savoir quelles étaient, par rapport à ces émissions polluantes qui sont diverses et variées, quelle était justement la stratégie PFAS que vous aviez en œuvre, je veux dire que vous anticipiez au niveau du secteur industriel sur cette zone. Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez, auquel vous êtes attentif? C'est-à-dire Les familles de polluants PFAS, donc qui sont des polluants. les PFAS? Voilà. Donc, Oui, quelle oui, était oui. la stratégie, en fait, si vous voulez, du secteur industriel par rapport au PFAS, s'il vous plaît? Vous avez parlé Ouais. des 4 familles, bien sûr, ciblées par la directive IED. Donc, je voulais savoir quelle était votre stratégie, en fait. D'accord. Est-ce que vous l'anticipez ou pas dans les stratégies? Alors, déjà, donc, Je nous, voulais me présenter, hein, donc CNRS, Zone Atelier ouais. Santé Environnement Camargue, donc qui est un gros dispositif installé tout récemment et labellisé au mois de janvier, et donc qui est là pour faire des études de long terme à caractère interdisciplinaire sur les questions de santé et d'environnement. Et effectivement, la Camargue étant zone limitrophe, on va dire, de ce secteur-là, et de l'autre côté, un secteur avec de l'industrie du tourisme de masse. On voulait savoir quelle était votre stratégie en matière de PFAS. Est-ce que c'était quelque chose qui était bien anticipé par les industriels? Alors oui, alors il y a depuis 2 ans, donc c'est un sujet qui est arrivé
qui est arrivé sur le haut de la pile, j'allais dire, puisque c'est une problématique qui n'était pas bien identifiée ni bien connue, hein. Alors, les PFAS, c'est surtout dans l'eau. Aujourd'hui, la problématique, c'est la pollution de l'eau par les PFAS. Mais il y a aussi un risque dans l'air. Alors là, on en est au balbutiement, c'est-à-dire que D'accord. on a absolument aucune connaissance. Et donc, les premières choses qui sont faites, et d'ailleurs, il y a un côté réglementaire, il y a un arrêté ministériel là, qui vient de sortir là-dessus, qui a pour premier but d'améliorer notre connaissance. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne peut pas dire il y a des PFAS dans l'air, ils sont en telle quantité, etc. Bon, maintenant, dans la région, on ne fabrique pas de PFAS. On n'a aucune. Voilà. Donc, déjà, ça retire quand même un certain nombre de risques. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'en utilise pas, parce que des points particuliers de ces substances-là, c'est qu'elles sont très, très utilisées, mais en petite quantité, mais dans beaucoup de matériaux, et depuis très longtemps. Hein, c'est comme beaucoup de choses, hein, tout d'un coup, on découvre parce qu'on sait enfin les mesurer, et puis on a compris les impacts que ça peut avoir sur la santé, donc on commence à s'y intéresser. Après, les PFAS, c'est une famille de produits fluorés. Ils ne sont pas tous nocifs. Il y en a une vingtaine qui ont été réglementés depuis peu. Et il y a donc une stratégie globale mise en place au niveau de la France alors pour l'eau, hein, d'abord, pour l'identification de ces substances dans l'eau. Et donc, il y a des campagnes qui ont été faites par les industriels et pour savoir d'où ça vient. Ça peut venir de l'utilisation de produits secondaires, comme par exemple les produits d'extinction. Donc, les pompiers utilisent des émulseurs qui contiennent ces PFAS. Parce que malheureusement, ces PFAS sont des molécules qui peuvent être très très intéressantes techniquement parlant, et donc c'est pour ça qu'on les a utilisées. Quand on les utilise plus, il faut trouver des substituts qui sont moins nocifs, etc., etc. Bon. Voilà. Donc effectivement, les industriels, alors pas que les industriels, l'aéroport de Marignane, hein, qui fait des exercices incendie régulièrement. Bon, ils n'ont pas des feux en réel, mais on fait des exercices incendie, on utilise des émulseurs, donc on répand des PFAS un peu partout. Voilà, donc c'est une des problématiques. Bon, maintenant que c'est identifié, effectivement, on trouve des produits de substitution. Et donc la stratégie, c'est ça, c'est de les identifier, de classer et de les retirer. Voilà. Et une des difficultés, c'est qu'ils peuvent être en très très faible quantité dans certains additifs. Et les industriels eux-mêmes ne savaient pas qu'ils avaient des PFAS dans ces produits additifs qu'ils achètent à d'autres fournisseurs. Et donc il y a tout un travail de recherche, voilà, de minutieux, d'identification. Et donc ça, c'est en cours. Voilà. D'accord. Donc, vous l'avez commencé, ce travail, au niveau de toute Ah la oui, oui. zone. Ah Hein, oui, d'accord. oui, il est commencé, il est même bien entamé, puisque la DREAL avait publié au début de l'été, déjà, et ça doit être disponible sur un site internet de la DREAL, donc des résultats de ces campagnes de mesure. D'accord, très bien. Voilà. Merci. Donc aujourd'hui, on n'a pas identifié de problème majeur. Alors, de là à dire qu'il n'y en a pas, oui, il y en a, mais aujourd'hui, le propre des appareils de mesure, et au CNRS, vous êtes bien placé pour le savoir, on trouve, comme je dis, de tout dans tout. Donc voilà. Après, il faut savoir de quelle quantité on parle et de comprendre l'impact exact de ces produits. Merci. Merci beaucoup. Alors, il nous reste encore 3 petites minutes avant que le webinaire touche à sa fin. Peut-être, est-ce que Marc, tu peux nous parler un peu de la réduction des émissions, justement, des polluants industriels? Est-ce que tu as quelques chiffres à nous communiquer, par exemple, Euh, alors, sur peut-être les émissions de COV? oui, je peux donner des chiffres de mémoire. Bon, c'était le précédent Café Réponse, c'est Atmosud qui a fait une présentation sur justement avec les chiffres, les courbes qui montrent la diminution des polluants. Bon, maintenant, les ordres de grandeur,
le SO2, ça a été réduit de 80 à 90% ces 20 dernières années. Les poussières et les NOx, on est de l'ordre de 75 à 80% de réduction. Et les COV, alors c'est un peu plus compliqué. On peut donner des chiffres. Des chiffres sur les principaux émetteurs donc de Fos et Tambert sur ces 5 dernières années, c'est de l'ordre de 25%, donc suite à la mise en place donc, d'un arrêté spécifique qui a incité les industriels à mettre des mesures, enfin des mesures concrètes, des nouveaux équipements, voire de la surveillance pour resserrer les bruits, enfin éliminer l'ensemble des sources donc d'émissions. Et on a mesuré sur ces 5 dernières années une réduction d'environ 25% de TCOV. Maintenant, ça, c'est des chiffres globaux. Et moi, je suis très attaché au fait que ce n'est pas forcément la quantité globalement émise qui est importante. C'est qu'il y a certains composés spécifiques, comme je disais, qui sont dangereux pour la santé. Et eux, ce n'est pas de 25% qu'il faut les réduire, c'est de, j'allais dire 100%, quoi. Enfin, il faut les réduire à une quantité. Voilà. Par exemple, il y a des matières, des substances qui ont été bannies de l'utilisation, comme le mercure. Donc, il y a une grosse installation sur la Vera qui utilisait du mercure, qui a été interdit. Ils ont anticipé la réglementation, donc ils ont démarré il y a maintenant 6-7 ans, donc une nouvelle installation donc, qui n'utilise plus le mercure pour produire du chlore. Voilà, donc du coup, il n'y a plus cette substance mercure gazeux dans l'air. Et donc, c'est ça qui est important. Alors maintenant, il y a d'autres substances. Bon, il y a le benzène. Benzène, il y a des sources multiples, hein, même la nature, la combustion de biomasse peut en produire. On parlait des dioxines tout à l'heure aussi, pareil, hein, quand les incendies de forêt, ils peuvent produire ces substances-là. Mais si c'est l'industriel qui les produit, bah, voilà, il doit les éliminer. Et aujourd'hui, les dioxines, c'est pareil, c'est dangereux à très petite quantité et c'est surveillé comme le lait sur le feu, j'allais dire. Donc avec des analyses en sortie en sortie de cheminée, mais aussi des systèmes d'analyse qui permettent de bien mesurer le cumul au fil du temps et qui permettent voilà, de constater qu'effectivement l'émission de ces polluants-là, elle est réduite à quasiment zéro, quoi. Donc, c'est ça l'objectif. Merci beaucoup, Marc. Donc, on a fini pour ce café-réponse d'aujourd'hui. Donc, encore merci, Marc, surtout pour ta clarté, cette présentation et surtout toutes les réponses que tu as apportées. Merci à vous tous pour votre participation. Donc, on peut retenir voilà, qu'il y a des progrès permanents et des solutions multiples donc sur la réglementation, les équipements industriels, mais aussi des solutions techniques selon le type de pollution et qu'il y a plusieurs domaines d'action qui sont mis en œuvre, donc, comme le changement de combustible, la chasse au COV, et avoir aussi des solutions spécifiques à chacun des industriels. Et tout cela aide à la réduction justement des émissions industrielles. Donc, juste avant de partir, je vous ai mis dans le chat le lien vers le questionnaire satisfaction. Donc, n'hésitez pas à laisser votre avis sur ce webinaire. C'est toujours très utile pour nous d'avoir votre retour. Et notamment, si vous avez des propositions de sujets pour les prochains cafés-réponses, on est preneurs. Donc, merci à tous. Et je vous souhaite une très belle après-midi et à très bientôt pour un prochain café-réponse. Merci à tous, merci pour votre assiduité, votre écoute. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.